Bonjour à tous et à toutes. Alors tout d'abord, nos meilleurs vœux à ceux qui sont passés entre les gouttes. Je parle des courriels, des courriers, des discours présidentiels, etc., etc. Tout le monde a entendu. Mais il y en a quelques-uns qui n'ont rien reçu. Alors ceux et celles qui sont vierges de vœux. Et je ne sais pas si c'est possible dans ce monde livré aux puissances du commerce et des promesses. Alors nous, en ce qui concerne l'université populaire, nous ne vendons rien. Nous donnons, nous distribuons du savoir, de la réflexion, du débat critique. Et c'est bon et ça fait du bien. Nous donnons à connaître le travail de nos invités, agrégés, docteurs, comme Madame Stéphanie Dadour, ce qui suppose de la science, et on ajoute toujours le mot conscience. Ça nous fait penser à l'ami Rabelais. Science sans conscience ne serait que ruine de l'âme. Il faudrait qu'on adopte ce logo, enfin cette phrase pour l'université populaire. Alors, et pour que cela fonctionne, nous avons besoin, et ça je le répète à chaque fois et vous m'en excuserez, on a besoin de votre soutien et moral et financier. Alors, on vous demande 12 €, c'est une somme modeste, et ceux ou celles qui se sentent malheureux ou honteux de donner si peu peuvent, comme je les comprendrai, donner davantage. Alors là, semaine prochaine, c'est dans une semaine, mardi prochain, nous avons un brillant historien assez culotté pour s'opposer à des gens pour qui l'histoire serait figée sous sa forme récit ou roman ou bloc national, c'est-à-dire figée dans des portraits immuables, Vercingétorix, Louis XIV et autres, Napoléon et De Gaulle, et mêlant légende et patriotisme. Alors, je vous recommande chaudement cet historien iconoclaste qui s'appelle Nicolas Offenstadt, et qui parlera aussi bien sûr de son dernier livre qui s'appelle « Histoire globale de la RDA ». Il est aussi l'inventeur de l'urbex, c'est-à-dire cette façon de revisiter les lieux abandonnés par la civilisation. Nous aurons ensuite une jeune doctoresse en philosophie, on dit doctoreux ou doctoresse, on dit les deux, qui s'appelle Saïla Boussedra. Elle nous parlera de Marx et du féminisme, mais auparavant, nous aurons le 20 février le Théâtre populaire de Champagne qui donnera un récital de poésie au bar associatif Avenue de Champagne. Puis, nous avons dégoté enfin Fred Castel, on lui a fait la cour très longtemps pour l'obtenir, président de Troyes Chante, qui nous parlera de la chanson, et ce sera le 24 mars, qui est aussi, vous le savez, le mois de mars, le printemps, le mois du printemps des poètes. C'est que la chanson, c'est de la poésie emportée par la musique, c'est-à-dire de la musique emportée ou surportée, comme vous voulez. Ils ne réagissent pas beaucoup, c'est un public difficile. Je vous préviens, Madame Dadour. Alors pour accéder à toutes ces conférences, il faut que vous receviez notre lettre, et pour cela, si vous n'êtes pas atteint d'électrochronisme, c'est un mot que j'ai entendu au jeu des 1 000 € ce matin à midi. Il faut que vous nous envoyiez votre courriel. Et j'utilise ce mot courriel, qui est un mot québécois, ce qui est une façon, modeste, je l'avoue, de m'opposer à Trump qui veut mettre la main sur le Canada. Voilà. Mais je ne vais pas divulgacher davantage. Je passe la parole à Gisèle. Merci. Alors, Stéphanie Dadour est donc architecte, elle est docteur
Vous ne m'entendez pas quand je parle? Plus fort. Stéphanie Dadour est architecte, docteur en architecture, enseignante chercheuse à l'école d'architecture Paris-Malaquais, et elle est historienne de l'architecture. En ce qui concerne, son sujet d'étude, c'est l'interaction entre architecture et féminisme. Donc, on sait qu'il y a une majorité d'étudiantes en architecture, mais ça ne passe pas, ce n'est pas du tout le même pourcentage dans la profession. Alors, c'était vendredi qu'il y avait dans le journal local l'EPF, c'est-à-dire l'École Polytechnique Féminine, qui a été créée en 1925 et qui, dans l'Aube, va ouvrir une section seulement pour les femmes. Donc on peut se dire, tiens, c'est curieux quand même. Hein, on en est là. C'est-à-dire que ce sont les hommes qui ont en fait investi cette école, et maintenant il faut une filière particulière pour les femmes. Donc pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas confiance en elles, à diplôme égal. Et ce n'est pas une question de compétence, c'est une question de confiance. Donc le problème, c'est pourquoi n'ont-elles pas confiance en elles? Parce que ça a l'air d'être structurel. Voilà. Par ailleurs, aujourd'hui est sorti aussi le rapport du Conseil, le Haut Conseil à l'égalité, qui montre que le sexisme a le vent en poupe, hein, que ce soit le sexisme hostile, c'est-à-dire le masculinisme par exemple, ou le sexisme paternaliste, qui peut aussi contenir de la violence, mais qui ne la théorise pas, disons. Voilà. Donc, c'est pour dire que la conférence de ce soir est tout à fait à l'ordre du jour, et donc je laisse la parole à Stéphanie Dadour. Merci. Une bonne nouvelle avant de donner la parole à Stéphanie. À la fin de cette soirée, vous aurez le droit de rallumer votre insupportable. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de cette invitation qui me fait grand plaisir de venir parler à une audience pour laquelle j'ai peu l'occasion de m'adresser. Et je vais vous présenter donc un petit aperçu de mes projets de recherche, des projets qui ont occupé, on va dire, plus ou moins 10 ans de recherche depuis ma thèse, que je ne mène plus maintenant, mais qui ont structuré en tout cas mes travaux, et dont les 2 ouvrages suivants, dont l'un est sur la table jaune, ont été centraux dans la diffusion de ces idées. Alors moi, ce qui m'intéresse, et ce que j'ai envie de partager avec vous ce soir, est de saisir dans quelle mesure l'organisation de notre société est patriarcale, et dans quelle mesure cette organisation patriarcale est inscrite dans l'architecture, c'est-à-dire dans nos espaces de vie, qu'ils soient ordinaires ou plus extraordinaires. Est ainsi posée la question de l'architecture sous un angle particulier, celui du patriarcat. Alors, le patriarcat, c'est un concept qu'on utilise couramment en sciences humaines et sociales, en anthropologie, en sociologie, pour désigner une forme d'organisation sociale et juridique qui est fondée sur la détention de l'autorité par les hommes à l'exclusion explicite des femmes. Alors, je commence déjà en disant que je n'ai rien contre les hommes, que tout ce dont je vais parler est plutôt une question de genre et donc de construction sociale. Des constructions auxquelles on est tous amenés à vivre tout le long de notre vie, hein, depuis que la femme est enceinte. Hein, la première question qu'on lui pose, c'est est-ce que c'est un garçon ou une fille? Comment sera sa chambre à coucher? Elle est socialisée à jouer à la poupée si c'est une fille, aux voitures si c'est un garçon, etc. Je suppose que vous connaissez ces constructions. Et c'est ce qui me permet de lire ces situations et de procéder à ces analyses. Donc pour procéder et comprendre ce que fait le patriarcat à l'architecture, je vais vous parler de trois grands éléments, qui sont tout d'abord la profession, pour comprendre dans quelle mesure ce patriarcat
est présent dans la profession de l'architecture. Ensuite, je reviendrai sur les dispositifs spatiaux et j'irai très rapidement sur 1 ou 2 projets. Avant de me lancer dans cette entreprise, je m'attarderai sur quelques bases qui me semblent fondamentales pour qu'on puisse discuter et échanger et partir des bases fondamentales de cette lecture. Donc je commence au lendemain de la Révolution française, un moment en France qui a participé de l'instauration d'un nouvel ordre patriarcal. Alors on sait bien qu'en France, c'est à ce moment-là où il y a une opposition contre l'autorité absolue du monarque de l'Ancien Régime, mais c'est aussi à cette occasion, et c'est ce qu'on a tendance à oublier, que s'instaure l'idée d'un contrat social négocié entre pairs, P-A-I-R-S et P-E-R-E-S, pour ne pas dire entre hommes. Dans cette transition révolutionnaire et la prise de pouvoir par la bourgeoisie, il y a certes la fin du monarque, mais il y a dès lors partage du pouvoir ainsi obtenu. Chacun aura sa sphère familiale. Et cette sphère familiale, elle a de particulier d'être privée. Donc elle concerne le privé. Et ce faisant, elle crée un nouvel ordre patriarcal, moderne, qui sépare la vie entre individus entre 2 sphères. D'une part, la sphère publique, qui est le royaume des hommes, dont les femmes sont explicitement exclues, le monde de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Et d'autre part, la sphère privée, qui est celle de la famille, qui est fondée sur les liens de sang et de reproduction. C'est le monde des femmes épouses et des enfants, dominé par les pères. En fait, avec la rédaction de ce code civil, le monde politique, loin de se désintéresser de la sphère privée, on a tendance à dire que la sphère privée est sous le contrôle des femmes. Pas du tout, elle est vraiment sous le contrôle des hommes, mais des hommes qui la créent, qui la réglementent extrêmement fort et dans les moindres détails. Alors, la filiation la plus simple à faire remonter, on en parlait avec Gisèle tout à l'heure en voiture, c'est celle du nom de famille. Hein, la plupart d'entre nous portons le nom de famille de notre père. Je vous montre certaines images qui rendent compte des représentations que l'on connaît dans la peinture, dans les médias, qui rendent compte de cette séparation entre sphères. Avec l'avènement de la bourgeoisie au XIXe siècle, le travail des femmes perd progressivement sa reconnaissance de valeur économique et les compétences des femmes subissent une profonde restructuration. La maison devient un intérieur, comme on le voit ici, le lieu de la reproduction, du refuge et de la représentation. Les femmes sont identifiées à la sphère privée, à leur fonction de mère et de ménagère. On les cantonne à des rôles traditionnels dits féminins, caractérisés par le petit, le privé, l'intime et le pratique. Et ça, c'est très important pour les architectes, parce qu'en architecture, rarement sont valorisées les valeurs du petit, de l'intime, du privé. Un architecte qui fait un musée est certainement plus reconnu qu'un architecte qui a reconnu une maison, qui a conçu une maison, pardon. Donc, dès le début du XXe siècle, de nombreuses organisations féministes s'engagent dans l'espace public à rompre avec la bienséance qui dominait jusqu'alors. Il faut vous rappeler qu'avant la Première Guerre mondiale, les femmes étaient généralement considérées comme intellectuellement inférieures, voire ne pouvant pas penser par elles-mêmes. Il paraissait donc évident qu'elles ne pouvaient prétendre aux mêmes droits que les hommes. Les affaires politiques étaient considérées comme hors de portée de l'esprit féminin, et il n'était donc pas question que les femmes puissent voter. Le terme suffragette qu'on emploie pour désigner ce groupe des femmes que vous connaissez fort probablement, les militants de la Women's Social and Political Union, qui est une organisation créée en 1903 pour revendiquer le droit de vote pour les femmes au Royaume-Uni, montre même par l'usage de ce mot l'infériorisation des femmes. Le suffixe « et » en français est en général utilisé comme un diminutif. Et donc aujourd'hui, ce mot est lui-même transformé et on emploie le mot suffragette au lieu de... le mot de suffragiste au lieu de suffragette.
Par extension, le terme est parfois utilisé pour désigner l'ensemble de ces militantes pour qui le droit de vote était très important. Et ici, je rappelle qu'en France, le droit de vote a été instauré en 1944, il y a donc que 82 ans. Et que la France arrive assez tardivement en arrière de la Turquie, de l'Uruguay, de la Finlande et de l'Australie, pour n'en citer que quelques-uns. Cependant, en France aussi, les suffragettes ou les suffragistes étaient présentes et cette image nous montre la volonté des femmes aristocrates, leur volonté de devenir des actrices de la République. On voit sur cette photo que leur regard est déterminé, leur jeu de scène les montre enchaînés, ce qui symbolise leur emprisonnement face à la domination masculine, ou du moins leur manière de se représenter ainsi. À cette époque, les affaires, le politique ne sont pas considérés du domaine des femmes. Je ne suis pas en train de dire que les femmes n'en étaient pas concernées. Au contraire, bon nombre d'entre elles se réunissent et réussissent à s'imposer dans ces domaines. On le verra un peu plus loin. Cependant, plusieurs facteurs participent à renforcer la dichotomie entre masculinité et féminité, et c'est ce qui constitue un facteur déterminant dans l'organisation de l'espace. Ainsi, on reconnaît à premier coup d'œil la différence opérée à travers des illustrations datant du début du XXe siècle, on aurait bien aimé, où on relève une association séculaire quasi universelle entre la femme et la maison. Plus que les hommes, les femmes sont considérées comme responsables de l'aménagement de la maison, de la bonne gestion du ménage et de tout ce qui est inhérent, enfants, éducation, prise en charge des membres de la famille malade, etc. Quant aux hommes, vous avez bien compris que c'est une fausse représentation. Donc, quant aux hommes, on les associe bien plus que les femmes à la vie publique, à l'économie, la politique, le professionnalisme ou à des activités considérées comme masculines. Cette opposition se concrétise dans l'architecture, laquelle donne forme, au sens littéral, à la séparation entre ces sphères. Je vous montre des images un peu plus récentes, donc ici du milieu du XXe siècle, les pubs de Moulinex que vous avez dû voir dans les revues, spécialement dans les revues pour femmes, les revues féminines, mais aussi des pubs beaucoup plus récentes, donc là on est au milieu des années 2010, donc 2015 à 2018, où ce genre de publicité continue d'exister. Je n'ai rien contre Darty, ici aussi. Et voilà. Donc, on a tendance à croire que les temps ont changé, mais c'est un travail en perpétuel, c'est un travail qui doit se poursuivre à l'infini parce que, comme on le dit, rien n'est acquis. Comme le montrent ces données de 2012, les discriminations sont aussi très présentes, les comportements sexistes au travail, le fameux plafond de verre qui bloque aux femmes l'accès à des postes à responsabilité, qui freine leur évolution de carrière, autant d'éléments qui creusent le fossé des disparités entre les hommes et les femmes. En France, en 2015, les hommes gagnent 23% de plus que les femmes. 1,2 million de femmes salariées sont en situation de temps partiel subi, contre 471 800 selon les chiffres de l'INSEE. De nombreuses études se sont penchées sur les causes de ces inégalités persistantes entre hommes et femmes. Au-delà de la discrimination, les femmes demeurent largement défavorisées sur le marché du travail en raison des choix professionnels différents, métiers, secteurs, temps de travail, c'est ce que Gisèle nous racontait tout à l'heure, et de leur comportement moins risqué et moins compétitif dans une société où la compétition, la performance et le risque sont mis de l'avant. Donc comment expliquer que les femmes, pourtant en moyenne plus diplômées que les hommes, comme on le voit ici, font des choix professionnels qui les désavantagent? Et si une partie des causes de ces inégalités professionnelles résidait justement dans cette sphère privée? En 2020, en France, les femmes consacrent encore 4 heures par jour en moyenne aux tâches domestiques, soit 1 heure de moins que dans les années 90. Les hommes, quant à eux, y consacrent 2 heures, comme il y a 30 ans.
Selon l'INSEE, toujours, les femmes prennent en charge 64% des tâches domestiques et 71% des tâches parentales au sein des foyers. Cette prise en charge n'est pas sans conséquence. À cause de cette gestion inégale de la vie familiale au sein du couple, les femmes subissent une charge cognitive importante, c'est ce qu'on appelle la charge mentale. Vous connaissez peut-être cette bande dessinée d'Emma qui a, il y a quelques années, rendu cette notion de charge mentale beaucoup plus partagée et qui a été diffusée dans les grands médias. Donc cette charge liée à la sphère privée ne s'ajoute pas simplement à l'activité professionnelle, mais elle empiète sur celle-ci. Les femmes la portent au travail, ce qui influence leurs choix, ainsi que leur comportement professionnel. Elles vont souvent être à temps partiel ou faire le choix d'emplois flexibles qui leur permettent d'allier vie privée et professionnelle. Elles font le choix, mais elles sont aussi socialisées à cela. Ce sont précisément ces choix et comportements qui diffèrent de ceux des hommes et qui participent à creuser le fossé entre les genres sur le marché du travail. Ce qui m'amène à mon chapitre sur la profession, parce qu'en architecture, ces écarts persistent. Donc, le corps estudiantin des écoles d'architecture est, depuis les années 68, ouvert à l'acceptation des femmes en école d'architecture. On voit ici qu'à partir de 2003, 50% du corps est féminin, donc on est à égalité, et à partir de 2018, plus de 60% de nos étudiants sont des jeunes filles, des jeunes femmes. Certaines écoles ont des statistiques plus fortes qui différencient vraiment femmes et hommes dans le corps estudiantin. Ce qui est peut-être plus intéressant pour nous, c'est de se demander pourquoi les inscriptions à l'ordre ne suivent pas le même mouvement. Pour qu'un architecte puisse signer des plans, pour qu'il puisse effectuer son travail d'architecture, il a besoin d'être inscrit à l'ordre. Or, nous nous rendons compte qu'en 2019, il y a 30,7% de femmes inscrites à l'ordre et, heureusement, 48,1% de ces femmes de moins de 35 ans. Donc on a envie de croire que cette croissance va suivre le mouvement, mais on est encore très loin d'y arriver et d'y parvenir. Si je continue cette lecture au niveau de la profession, un deuxième élément qui nous intéresse sont les revenus des architectes. Et on se rend compte là de grandes disparités pour le même travail effectué entre hommes et femmes. Alors toutes ces données, ce sont des données que l'Ordre des architectes produit tous les ans et les publie. Donc ce sont des données qui existent sur le site web de l'Ordre des architectes. Donc en 2018, le revenu moyen des hommes exerçant en libéral dans le champ de l'architecture est de plus ou moins 54 916 €, contre 33 300 pour les femmes, situant ainsi les femmes sous la moyenne, parce que la moyenne serait de 40 872. Alors ces données ne sont pas propres à la France, elles sont plus ou moins partagées entre tous les pays européens, et j'ai mis à côté les chiffres américains pour nous donner une idée de quelque chose de structurel. Ce n'est pas propre à la France, mais c'est propre à tout ce dont j'ai parlé précédemment. Le salaire brut horaire moyen révèle les mêmes inégalités. En 2016, le salaire brut horaire moyen perçu par une femme était de 19,50 € contre 23,5 pour les hommes. Alors, au-delà de ces questions, ce qui motive ma curiosité, en tout cas ce que j'ai cherché aussi à comprendre dans ces recherches-là, c'est comment se fait-il que les écarts sont moindres chez les plus jeunes, parce que les écarts de revenus sont de 20% chez les moins de 35 ans et de 47% chez les femmes de 55 à 64 ans. Et au cours des entretiens que nous avons menés à partir de ces chiffres-là, nous nous sommes rendus compte que les femmes avaient vraiment du mal à percer ce qu'on appelle le plafond de verre, donc à acquérir des responsabilités. Pourquoi ? Pour tous les éléments que je vous ai expliqués, donc la charge mentale, la maternité, les inégalités de partage à la maison,
et bien d'autres raisons qui renvoient à la socialisation des femmes. Donc elles sont moins compétitives, mais aussi elles ont moins tendance à demander des augmentations au travail, ou alors ce sont des augmentations bien moindres que celles que les hommes se permettent de demander. Donc voilà, un tas de facteurs qui jouent en leur défaveur, mais auxquels la socialisation participe. Socialisation dans laquelle nous sommes bien entendu tous ici responsables. Alors l'architecture, c'est aussi une culture tournée vers la consécration. Donc il faut gagner des prix, on est en compétition permanente, il faut être publié dans les revues, il faut faire partie d'un réseau pour obtenir la commande, c'est la conquête de la commande en permanence, et cette conquête suit le mouvement et une sociologie qui lui est propre. Donc quand on regarde les marches de la consécration architecturale, on se rend compte qu'au bas du tableau, on a 61% d'étudiantes en ENSA, et au sommet de cette très belle représentation que mes collègues ont produit, 4% de femmes parmi les dirigeants des 100 premières agences françaises. Donc voilà, l'écart est toujours énorme. Alors, les premières agences françaises, elles sont sélectionnées par rapport au chiffre d'affaires. Quand on parle d'une grande agence, c'est une agence qui a un grand chiffre d'affaires. On voit bien que dans le top 20, les agences dirigées par des femmes n'existent pas. Donc il y a 5% d'agences qui sont à parité hommes-femmes, mais on voit bien que dans le top 100, elles sont à 3%. Donc voilà, ces statistiques sont quand même assez alarmantes. On a tendance à croire que le milieu de la culture, notamment de l'architecture, est un milieu progressiste, ouvert à l'altérité, mais on est loin d'y parvenir dans la réalité. Alors, je ne vais pas lire ce tableau, mais il reprend vraiment tous les prix, la part des femmes et des hommes dans les prix et les lieux de diffusion de l'architecture, et je ne parlerai que de celui-là, c'est les prix AJAP. Ce sont les albums de la jeunesse en architecture et en architecture de paysage de 2015 à 2020. Alors, pourquoi ce prix est très important? Parce que c'est le prix qui permet ensuite aux architectes d'être reconnus par la maîtrise d'ouvrage, donc par les clients. Une fois qu'une agence a été reconnue AJAP, son dossier, le ministère de la Culture, participe de la diffusion de ces noms-là, de leur portfolio, au maître d'ouvrage public. Donc c'est une reconnaissance et un moyen d'acquérir la commande qui est très très important. C'est un levier pour toute agence, et on se rend compte que 15% des AJAP sont des femmes contre 77% d'hommes. Donc encore une fois, des inégalités assez importantes. Alors pareil, de nombreux architectes femmes travaillent au sein d'agences. Elles sont très souvent salariées, très rarement, comme on l'a vu, à la tête de ces agences, mais on voit aussi que tous les grands projets sont attribués à des agences portées par des hommes. Enfin, je vais terminer sur la profession en vous montrant ce dessin qui reprend un bâtiment qui est assez drôle et qui place les femmes, comme vous le voyez, donc à l'ombre, soit sous un arbre, ou sinon dans les sous-sols. Ce sont les petites mains, mais des petites mains en général qui font tout le travail, mais très fortes, très soigneuses, très précises. Ce sont les fondations des projets, ce sont elles qui portent les projets. Alors ce dessin n'est pas une conclusion théorique de ce que je vous raconte, c'est une recherche qui a été menée pendant 2 ans et pour laquelle chacun des éléments que je vous montre a été très largement étudié à partir de chiffres quantitatifs et d'entretiens menés. Et donc ce fameux plafond de verre, qui est très difficile à creuser, qui est bloqué, donc plus on monte et plus la couleur violette disparaît. Voilà. Alors, cette recherche vient d'être publiée, elle est sur Internet, je pourrais vous envoyer les références si ça vous intéresse, mais dès les années 70, ce sujet a été très largement discuté, notamment par des architectes et historiennes et sociologues nord-américaines.
Donc c'était les début des années 70, donc après 68 et tout ce que signifiait 68 partout dans le monde. Alors qu'est-ce qu'elles ont fait ces architectes? Elles se sont intéressées à la présence des femmes dans le milieu de l'architecture et ont diffusé un tas d'ouvrages sur ce que font les femmes à l'architecture. Et là, on a 2 ouvrages que j'aime particulièrement. Ce sont les 2 premiers, From Tipi to Skyscraper, donc l'implication des femmes depuis le plus ordinaire, le tipi, jusqu'au gratte-ciel, qui recherchait donc les traces de l'implication des femmes dans l'architecture en se focalisant sur le rôle de la femme dans certaines cultures, notamment aux États-Unis, dans la culture autochtone, mais aussi sur la présence continue des femmes dans l'architecture des espaces domestiques. Ces ouvrages sont assez intéressants parce qu'elles ont permis de réécrire des histoires non canoniques de l'architecture, donc où le grand, l'extraordinaire n'était plus la seule manière de valoriser et de regarder l'architecture, mais où on pouvait se poser des questions, par exemple sur l'écologie, sur la réhabilitation, sur l'existant, depuis les années 70, qui étaient des sujets non enseignés dans les écoles, qui étaient des sujets non intéressés et non intéressants pour tout ce qui est de la consécration architecturale et qui pourtant aujourd'hui sont au centre de la réflexion. Aujourd'hui, vous achetez une revue d'architecture, elle parlera forcément d'écologie et de réhabilitation. Donc voilà, je ne cherche pas à dire que les femmes étaient pionnières de ces sujets, mais je cherche à dire que parce que ces sujets ont été délaissés, parce qu'elles ont été socialisées à ces sujets, elles s'en sont emparées. Et aujourd'hui, l'histoire nous montre que ces sujets sont au centre de l'attention architecturale. 2 autres ouvrages qui me semblent aussi importants. Le premier, je vais y revenir, donc je n'en parlerai pas, celui de Dolores Hayden. Et le second, très intéressant, celui de l'historienne Alice Friedman, qui, elle, revisite toutes les grandes maisons iconiques du mouvement moderne architectural et qui se rend compte que ces maisons que l'on aime, que l'on connaît, le Corbusier, la Villa Savoie, les maisons de Rietveld, les maisons de Frank Lloyd Wright, ont toutes été construites par ces architectes, en tout cas conçues par ces architectes, mais commandées par des femmes. Alors des femmes qui étaient dans l'avant-garde de leur époque, souvent soit divorcées, soit veuves, soit qui avaient des métiers confirmés, médecins, avocates, etc., qui venaient d'une certaine classe sociale quand même, et qui poussaient ces architectes à concevoir différemment ces espaces-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce sont des maisons que l'on considère iconiques et importantes. Et elle a travaillé sur la correspondance entre ces femmes et ces architectes pour être capable de comprendre dans quelle mesure ces femmes ont participé de l'innovation architecturale dans ces maisons. Donc ces femmes, on ne les connaît pas. Elles ne sont pas architectes, mais elles ont participé. Et donc le décentrement de cette lecture est assez intéressant parce qu'il nous dit qu'il ne faut pas uniquement regarder ce que l'architecte fait, mais ce que toute l'équipe autour de l'architecte, notamment la maîtrise d'ouvrage ou le mécène, la mécène, demande. Donc dans ces années-là, pas celle-ci, pas 80, 98, mais plutôt 70, les femmes se sont posées une question, elles se sont dit « et si nous, femmes, concevions l'architecture différemment que les hommes ?» Et donc, elles se sont constituées en groupe et elles ont créé une école d'été, une summer school, la Women's School of Planning and Architecture, qui a eu lieu entre 74 et 79, donc durant plus ou moins 5 étés aux États-Unis, dans différents coins des États-Unis, et qui invitait les femmes à passer tout l'été dans cette summer school avec leurs enfants, si elles en avaient, pour les inciter à y aller, en faisant l'hypothèse qu'entre femmes, elles construiraient différemment. On pourrait en discuter ensuite et tenter quelques hypothèses. Ce qui m'amène à la deuxième partie, celle des dispositifs spatiaux. Je commencerai par un projet qui est un projet des années 70 qui cherche justement à se poser cette question en interrogeant la création d'un sujet aujourd'hui très à la mode, la non-mixité.
Est-ce que la non-mixité est nécessaire? Quoi penser de cette non-mixité? Voilà, je sais que c'est un sujet d'actualité, notamment dans cette université que Gisèle nous a présentée tout à l'heure. Est-ce que la non-mixité est une fin en soi, ou est-ce que c'est un moment de transition pour tenter de décortiquer les mécanismes de domination, pour tenter d'imaginer d'autres possibles, d'imaginer des manières autres de faire? Donc un mouvement féministe lesbien, au milieu des années 70, souhaite tenter un laboratoire expérimental de ce que serait de vivre en dehors de la société patriarcale, marquée pour elle par la violence envers les femmes et la violence envers l'environnement. Donc, partant d'un... Vous m'entendez? Oui. Partant de théories écoféministes, elles constituent des groupes qui vont s'installer dans l'Oregon, la Californie et le Nouveau-Mexique pour créer une communauté basée sur la terre où leurs idéaux politiques et spirituels sont soucieuses de l'environnement et pourraient être mises en pratique. Donc voilà, elles forment des communautés et puis elles ne possèdent pas de terre. Et petit à petit, elles se constituent en groupe et elles montent le projet d'une ferme accessible aux femmes et aux enfants, quelle que soit leur situation financière, et qui permettrait à des femmes économiquement défavorisées de participer au projet. Alors, comment font-elles? Elles collectent de l'argent pour acheter la terre ensemble. Elles donnent chacune 25 à 5 000 $ selon leurs moyens. Chacune contribue à hauteur de ses moyens. Et elles achètent des terres. Elles s'y installent. Elles s'installent au printemps 1976 sur un terrain de 147 acres, donc 59 hectares, dans le sud de l'Oregon. Et au fil du temps, la communauté s'organise financièrement et jusqu'aujourd'hui, elle continue d'exister avec des pratiques qui sont plus spirituelles, et qui vivent d'une certaine manière autour de leurs propres valeurs, tournées sur l'environnement et des institutions qu'elles mettent en place. Donc aujourd'hui, pendant quelques années, c'était quasiment devenu une destination touristique. Et aujourd'hui, elles se sont non pas refermées, mais elles ne sont plus, elles ne sont plus ouvertes à toute visite, mais elles sont toujours là et elles produisent tout par elles-mêmes depuis les moyens locaux. Alors cette répartition genrée, elle est moins visible dans notre quotidien. On vit dans des milieux plutôt mixtes, mais si on regarde de plus près nos manières de vivre, on serait aussi très rapidement capable de décortiquer, ne serait-ce qu'au niveau des mobilités, la manière dont les femmes et les hommes vivent la ville, par exemple. Les collègues géographes ont effectué de nombreuses recherches et tant d'observations et d'entretiens pour essayer de comprendre comment les femmes et les hommes bougent au quotidien. Et ces deux schémas, donc on a au-dessus les mobilités des femmes. Alors les femmes sont très souvent à pied ou dans les transports en commun. Les hommes sont le plus souvent à vélo ou en voiture. Et les déplacements ne sont pas les mêmes. Les déplacements des femmes sont très nombreux, fragmentés et tout au long de la journée. Alors que les déplacements des hommes sont beaucoup plus ponctuels, de la maison au boulot, au club de sport. Aujourd'hui, ils sont nombreux à récupérer les enfants, mais c'est toujours le moment le plus tard de la journée. Rares sont les hommes qui sont à 16h30, par exemple, devant une école. Et ce sont plus souvent les femmes ou les nounous qui le sont, mais en tout cas, les femmes sont plus souvent à 16h30 que les hommes devant l'école. Donc, lorsqu'on examine la place des femmes en ville et les formes d'invisibilisation qui les accompagnent, il apparaît que la gestion de la vie domestique, le soin aux proches, la logistique familiale, toutes ces activités reproductives qu'on appelle aujourd'hui du care, du soin, sont attribuées aux femmes. Elles débordent de la sphère privée, elles ne se passent plus dans la maison, là on est vraiment dans l'espace public, mais c'est une appropriation particulière de l'espace public.
Si on se pose sur une place publique, on se rend compte que les femmes sont très rarement assises sur un banc pendant des heures en train de discuter. Alors que les hommes ont beaucoup plus de facilité à se poser, à s'approprier l'espace public. On ne parlera pas de la nuit parce que ça soulèverait encore d'autres questions, mais les femmes sont très souvent en mouvement dans l'espace public, alors que les hommes se permettent des moments plus statiques dans l'espace public. Pour répondre à cela, l'Europe a inventé un concept qui s'appelle la budgétisation sensible au genre. Alors pourquoi ? Parce que nous payons tous des impôts et que ces impôts sont réinjectés dans l'entretien, dans la création et dans le maintien d'espaces publics. Et si nos impôts utilisent inégalement ce budget-là, ce ne serait pas correct. Donc, qui sont les bénéficiaires des prestations de services et de produits et à qui bénéficient les différentes dépenses et prestations du service public ? Du moins, comment peut-on adapter les prestations de services afin qu'ils correspondent mieux aux objectifs de tous les groupes sociaux. Alors, c'est la ville de Vienne en Autriche, qui a été en quelque sorte un des premiers laboratoires expérimentaux de ce genre de budget en Europe, parce que dès les années 80, a déployé toute une charte de pratiques qui serait basée sur l'expérience des femmes dans l'espace public. Donc tout un travail, des marches exploratoires, de longs moments sur le terrain ont permis à un groupe de politiciennes de la ville de Vienne de créer cette charte-là. Je vous donne un exemple assez connu, c'est le parc Rudolf Bedna en Autriche, à Vienne, qui est où l'on s'était rendu compte que les filles de plus de 10 ans désertaient les parcs. Comment se fait-il que des petites filles de 10 ans aillent de moins en moins, plus elles grandissent, au parc ? Le site de ce parc-là a donc été aménagé de telle sorte qu'elles aient envie de s'y rendre, en créant des vastes étendues vertes centrales, un terrain de volley-ball, parce que le volley-ball est un sport qui est quand même assez joué par les filles, des îlots pour se rassembler, des hamacs, des toilettes, pas de bosquets ni de grilles, aucun obstacle visuel susceptible de créer un sentiment d'insécurité et un éclairage assez tardivement dans la journée. Donc des petits éléments qui peuvent nous paraître vraiment anodins, mais qui participent de rendre les espaces plus sécuritaires. En tout cas, ce sont des sentiments de sécurité. Ça ne veut pas dire que l'espace en lui-même est plus sécuritaire, mais en tout cas, ce sont des représentations qui, à la fois légitimes, mais aussi qui sécurisent les jeunes filles pour y aller. Alors, pourquoi je vous montre cette carte ? Parce que cette carte-là, c'est une carte des skateparks en France. Les skateparks qui sont des espaces publics et qui pratiquent le skate en général. Alors, ce sont quand même aujourd'hui, même s'il y a de plus en plus de filles qui font du skate, ce sont particulièrement les jeunes garçons et hommes qui pratiquent le skate. Et donc, pareil, les géographes ont effectué de nombreuses recherches sur ces espaces de skate, mais aussi ces espaces d'équipement public où on retrouve des machines pour faire du sport, en se rendant compte que très rares sont les femmes qui pratiquent ces lieux. En général, si elles y sont en périphérie, assises sur un banc, en train d'attendre un ami, un frère, un cousin, son copain, peu importe. Mais on se rend compte aussi que lorsque la population masculine diminue de ces espaces-là, la population féminine se sent autorisée d'y prendre place. On revient à cette question de socialisation, de s'autoriser à demander, de s'autoriser à être présente, de s'autoriser à avoir confiance, etc. Donc ce sont majoritairement des femmes qui sont assises sur les bancs ou à proximité quand il n'y a pas de banc. Plus âgées, elles accompagnent les enfants. Plus jeunes, elles accompagnent un ami ou un amoureux. Mais elles sont très peu nombreuses à performer sur la piste. C'est-à-dire que l'augmentation de la proportion de la population féminine n'est pas seulement liée à la domination du nombre d'individus masculins,
mais bien aussi à l'augmentation du nombre d'individus féminins. Ça ne veut pas dire qu'il faut construire un parc de poupées à côté. Mais la question est toujours de se dire, bon, quels sont les dispositifs qui pourraient permettre d'autres possibilités ? On a vu qu'un terrain de volleyball, par exemple, pouvait être plus accessible à des femmes qu'un terrain de skate. Et c'est toujours cet équilibre-là que l'on devrait avoir tendance à réfléchir dans cette répartition des espaces parce qu'ils sont publics et parce qu'on y participe tous et toutes. Il y a eu énormément de travaux aussi, je ne vais pas vous mettre la vidéo qui est pourtant assez sympathique, de cette jeune fille qui raconte la cour de récréation et où sont soulevées encore une fois les mêmes questions. Cette fameuse cour de récréation où les jeux de ballon sont souvent au centre, foot, basket, etc., et où les filles sont le plus souvent en périphérie. Alors, les filles ou les personnes socialisées au féminin sont très souvent en périphérie, en train de se raconter des histoires, de jouer à la corde à sauter, de discuter, et qui ont très souvent, encore une fois, pas peur du ballon, mais qui ne sont pas socialisées et ne se sentent pas autorisées à aller jouer au ballon. Ce n'est pas elles jouent au basket, elles jouent au handball, elles jouent au volleyball, au football, elles font partie d'équipes, mais elles ne se sentent pas autorisées d'y aller. Et donc tout ce travail sur les écoles et la place des femmes, des filles plutôt, dans la cour de récréation, fait aujourd'hui partie de nombreuses politiques qui, notamment par l'entremise, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais des cours Oasis, réinstaurent et réintègrent des modules de jeu beaucoup moins genrés que cette répartition que, enfin, moi, à mon époque, j'ai connue. Avant de passer au projet, je terminerai par cette image, parce que je la trouve très révélatrice, encore une fois, d'une scène qu'on a rarement dans nos villes, où les femmes sont installées dans l'espace public, se permettent de jouer, de discuter, de boire un verre. Et pourtant, c'est le travail d'une artiste qui s'appelle Renda Maroufi. C'est toute une série de photos qu'elle a mises en scène. Ce ne sont pas des photos prises sur le tas, mais bien des mises en scène. Alors, il ne me reste que 10 minutes, donc je vais essayer d'aller vite pour cette dernière partie. Alors, on a dit que les femmes sont rentrées assez tardivement dans les écoles d'architecture. Il y en avait pourtant quelques-unes, dont Julia Morgan, une Américaine qui est venue s'installer en France, qui était la première femme diplômée en architecture à l'école des Beaux-Arts et qui a pourtant construit plus de 700 bâtiments. Des bâtiments publics, des maisons, des villas. Donc les femmes savent construire, elles savent concevoir, elles savent suivre des chantiers, elles savent faire toutes les étapes d'un projet d'architecture depuis les années 1900. On n'a pas de doute là-dessus. Mais ce qui m'intéresse davantage, c'est les architectes qui ont réfléchi à l'architecture comme un projet de société. Et ces architectes-là, il y en a eu plusieurs au XIXe siècle, dont une qui me fascine, qui s'appelle Melusina Fay Pierce, qui, elle, a rédigé un livre qui s'appelle Cooperative Housekeeping, comment ne pas faire et comment faire. Elle était, je ne vais pas lire mes notes, je vais vous raconter ça. Elle était très attirée par les modes de vie collectifs européens et elle s'était rendue en Europe pour visiter les familistères, notamment le familistère de Guise, où elle se rendait compte de ces espaces conçus pour les enfants et qui permettaient à la femme de faire autre chose que de s'occuper de ses enfants. Et vous savez qu'aux États-Unis, les idéaux de la pastorale, comme l'image qu'on voit là-haut, sont très présents. Donc cette idée d'habiter dans une maison isolée, quasiment en autonomie. Aujourd'hui, on dirait off the grid, c'est la maison dans les bois qui représente des idéaux de la pastorale.
Et pour remettre ça en question, ce qu'elle propose est assez innovateur pour l'époque, c'est de se dire, bon, dans l'évolution de cette maison de la pastorale, ont été conçus ensuite les débuts de la banlieue, qui sont des quartiers avec plusieurs maisons un peu plus proches les unes des autres, pour créer une communauté, où elle propose donc de concevoir des maisons sans cuisine. Et donc, alors voilà, je vous le montre là sur le plan. Ce qui est indiqué sous la lettre C, ici, ce sont les cuisines communautaires. Et donc, en retirant les cuisines des maisons, on permettrait aux femmes de se réunir dans ces cuisines collectives qui deviendraient d'une certaine manière de nouveaux espaces publics, même s'ils ne sont pas publics, ils sont quand même privés, mais collectifs, partagés, et qui repermettraient donc à ces femmes de sortir de l'isolation, de se retrouver entre elles, de créer un espace de sororité en tout cas, d'entraide si besoin, mais aussi un espace de revendication, c'est-à-dire se rendant compte qu'elles peuvent sortir de chez elles, quelle serait leur prochaine demande. Et je trouve ce schéma, alors bien sûr aujourd'hui il ne serait pas question de faire la femme n'est plus emprisonnée dans sa cuisine, mais en tout cas ce schéma nous amène à réfléchir le potentiel de ces espaces collectifs, d'où les espaces en non-mixité ou de sororité, et dans quelle mesure aujourd'hui avons-nous encore besoin ou pas de ces espaces, et ce qu'ils pourraient produire à notre manière d'organiser la société. Et c'est dans cette mesure que l'architecture me semble vraiment intéressante, dans la mesure où elle est capable de réorganiser une pensée pour la structure de la société. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces maisons sans cuisine? Les femmes cuisinent ensemble, mais comme vous le voyez là à côté, il y a tout un tas de services auxquels elles n'ont pas accès, qui leur est accessible. Un gymnase, une petite bibliothèque, comment on appelle ça, la buanderie collective, un espace pour faire les comptes, pour vendre ce qu'elles produisent, etc. Donc voilà, on est vraiment dans une vision d'un espace conçu en coopérative, comme on en connaît, mais qui est assez intéressant dans le contexte américain. Il y a eu des essais, comme ce Family Hotel au Connecticut en 1874, où un architecte, Henry Hudson Holly, a repris les écrits de Pierce et a essayé de les appliquer dans ce bâtiment, qui était assez intéressant parce qu'ici, on voit qu'il y a un restaurant, qu'il y a des cuisines collectives, buanderies, coiffeurs, tout un tas de services, dans une société où l'habitat collectif n'existait pas. On n'est pas en France, on est quand même aux États-Unis avec des idéaux complètement différents, sur lesquels aujourd'hui Trump, il y a des remises en question justement de la part de Trump avec toute cette architecture néoclassique qu'il essaye de réimposer. Mais bon, c'est une expérience qui a duré quelques années et qui a été vouée à l'échec à cause d'un lobby paternaliste qui était contre ce mode d'organisation car trop émancipateur. Et pourtant, l'architecte avait quand même créé des entrées individuelles pour que le collectif ne soit pas complètement partagé, mais pour qu'il y ait quand même des entités individualisées. Les coopératives, on en connaît. Ces expériences-là ont nourri les expériences des pays scandinaves, qui aujourd'hui est des expériences germaniques en Suisse et en Allemagne, où le modèle de la coopérative est beaucoup plus répandu, alors qu'en France, c'est plutôt le modèle du logement social. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, mais le fonctionnement n'est pas du tout le même. Plus récemment, Dolores Hayden, dont je vous avais montré le livre, a repris ses écrits des féministes du 19e siècle pour essayer de voir aujourd'hui dans les tissus pavillonnaires existants dans quelle mesure est-ce qu'il serait possible de retravailler les parcelles de manière à créer des espaces collectifs, comme on le voit ici, donc des parcelles qui étaient au départ quadrillées, comme on le voit sur la figure A, et qui petit à petit s'agrandissent, mais mutualisent
certains services, ici un espace de jeu, un espace collectif pour jouer, une cuisine, un petit commerce, etc., pour essayer justement de donner plus de porosité à ces frontières, trop souvent vouées à rendre individuelles ces parcelles et ces modes de vie. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Et n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà, qui veut poser la première pierre des questions? Oui, merci. Oui, pour commencer, tout ce que vous avez dit pour l'architecture, c'est-à-dire les injustices que subissent les femmes depuis trop longtemps, et dans tous les domaines, pas seulement dans l'architecture, ne pensez-vous pas qu'il y a quand même une origine commune à toutes ces injustices, à savoir, moi il me semble, le mode économique qu'on appelle et qu'on qualifie de capitalisme. On se rappelle par exemple qu'à la révolution industrielle, il est arrivé sur le marché du travail des machines. Et les machines ont facilité le travail, puisque ça ne nécessitait plus la force masculine en quelque sorte. Donc on a embauché les femmes en masse et avec des diminutions de salaire, mais extrêmement conséquentes. Et avant, on avait foutu les mecs au chômage et on avait diminué leur salaire. Et puis ça me permet de rebondir sur ce que vous avez dit, sur la révolution. Moi, je pense qu'il y a deux révolutions. Il y a la révolution avec la bourgeoisie ascendante. C'est-à-dire, on peut citer, mettons, Robespierre et Saint-Just. Et puis après, il y a cette bourgeoisie dont vous avez parlé et qu'on a encore actuellement, une bourgeoisie qu'on peut qualifier de décadente à ce titre que le pognon, l'argent, si vous voulez, a remplacé tous les autres rapports. Et donc, moi, encore une fois, je pense que tout ce qu'on subit, et puis alors les hommes, si vous voulez, ressentis comme étant supérieurs en quelque sorte, puisqu'ils sont mieux payés, ils investissent les places publiques avec des jeux pour eux, etc., etc. Moi je pense quand même qu'il y a un mode économique qui structure toutes ces inégalités. J'ai été un peu long, pardon. Je suis complètement d'accord, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, parce que les matériels féministes de cette époque-là, du 19e siècle, il y en avait plusieurs. Plusieurs d'entre elles ne traitaient pas de la question économique, mais Mélusina Fay-Pierce en particulier porte cette question-là. La question était aussi, est-ce qu'il faut remettre un salaire à la femme qui reste à la maison? Et comment on fait si le mari meurt? Comment va-t-elle vivre? La retraite, etc. Mais là, c'est vraiment un fonctionnement de coopérative qui est mis de l'avant. Donc effectivement, tout le système capitaliste, dès le 19e siècle, est critiqué par ces femmes. Alors, je n'ai pas mis d'emphase là-dessus peut-être parce que ça me paraît évident, mais effectivement, le système capitaliste n'avantage pas du tout les femmes qui, de toute façon, sont socialisées aux soins. Et on sait aujourd'hui que le soin demeure le domaine le moins bien payé et le plus vulnérable. Alors, déjà, au sein de la sphère domestique, il est non valorisé, il est invisible et il n'est pas payé, mais lorsqu'il fait partie de l'emploi rémunérable d'une personne, il l'est très peu. Donc, tout à fait. La question du capitalisme, et encore plus aujourd'hui, du capitalisme néolibéral, n'est pas du tout à l'avantage de la structure de la femme dans la structure de la société actuelle. Oui. Si on considère par exemple le musée de la Romanité à Nîmes, qui est donc l'œuvre d'une architecte, si on considère le musée Maxi de Rome, qui est aussi l'œuvre d'une architecte, est-ce qu'on peut voir des différences substantielles selon vous? Est-ce que vous en voyez par rapport à l'organisation d'un musée qui serait fait par un architecte, aussi bien dans l'extérieur que dans l'intérieur de la conception? Voilà. Alors, peut-être que je parlerai plutôt du Maxi de Rome. Le Maxi de Rome a été conçu par Zaha Hadid, qui est une femme architecte
d'origine irakienne qui a fait ses études à Londres, dans l'une des plus prestigieuses écoles de Londres, à un moment donné où toute cette génération d'architectes a généré ce qu'on appelle les stars architectes. Rem Koolhaas, Zaha Hadid, Richard Rogers, plutôt Renzo Piano, etc. Donc toute cette génération d'architectes qui sont devenus des stars forment un genre de boys club. Et les boys clubs fonctionnent plutôt très bien en architecture. Donc Zaha Hadid a accédé à la commande du musée par l'intermédiaire d'une série de publications, de consécrations qu'elle a eues. Après, est-ce que ça produit des architectures différentes ? C'est un très vaste sujet. Dans les années 70, les architectes féministes se sont posé cette question. Et c'est pour ça qu'elles ont créé la Summer School, en se disant, est-ce que si on travaille entre femmes, à partir de femmes, si on s'extrait de l'organisation patriarcale, est-ce qu'on ferait différemment ? Alors moi, je n'ai pas de réponse. Moi, je pense qu'aujourd'hui, une architecture féministe est de fait féminine, même si les deux ne vont pas toujours ensemble, produit très souvent des choses différentes dans les méthodes. C'est-à-dire, encore une fois, dans le soin apporté à l'écoute, dans la concertation, dans la manière de considérer l'existant. Je l'ai dit tout à l'heure, les femmes ont été parmi les premières. Quand je parle de l'existant, je parle du contexte existant ou d'un bâti existant. C'est-à-dire que très tôt, elles ont réhabilité des bâtiments plutôt que de faire ce qu'on appelle la tabula rasa, donc de démolir pour reconstruire. Donc les femmes ont très tôt injecté ces manières de faire en architecture, les ont défendues, et je pense que ce sont des qualités féminines par la socialisation des femmes. Donc, est-ce que le maxi a des espaces qui seraient générés différemment parce que c'est une femme ? Vraiment, c'est difficile de répondre à cette question, mais aujourd'hui, on est plus ou moins d'accord on se rend compte, lorsque conception par des femmes qui se disent socialisées au féminin, il y a des méthodes différentes qui sont mises en place. Les marches exploratoires sont un exemple aujourd'hui notoire de ces démarches-là. C'est-à-dire qu'une agence de femmes va très souvent, lorsqu'elle a à construire un ensemble de bâtiments, va aller se promener avec les habitants du quartier dans le quartier en question, pour discuter des sentiments que les femmes, les hommes, les enfants, les plus âgés vivent en se promenant et pour travailler à partir aussi de ce recueil de ressentis. Ce sont des questions qui ne sont pas du tout posées en architecture. Comment les gens, les habitants reçoivent et vivent les espaces dans lesquels ils sont au quotidien. La commande la commande vient de très haut. Et très souvent, on remarque que les femmes vont plutôt faire du bottom-up. On a des sculptrices, beaucoup de sculptrices, qui apportent un regard esthétique différent que chez les hommes. Est-ce qu'il existe également en matière d'architecture ? Vous voulez dire, est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent se distinguer sur les travaux, par exemple, qui ont un regard plus esthétique de la chose, au dehors de la fonctionnalité, au dehors de la conception. Alors, c'est vrai que la question d'esthétique est un sujet très tabou en architecture. On ne parle plus de beau, ou très rarement, parce que ce beau-là est lié à des canons qui diffèrent d'une personne à l'autre. Les canons esthétiques de l'architecture ne sont... qui étaient les canons, par exemple, de la Renaissance, du classicisme, sont très peu valorisés aujourd'hui dans les milieux de l'architecture en général. Donc j'aurais du mal à dire s'il y a une différence, mais en tout cas, moi je pense que la question porte davantage sur le soin que sur l'esthétique. Et sur peut-être les pratiques. Alors, j'ai d'autres questions, parce que on sait qu'on a connu des périodes de guerre où les femmes ont été amenées à remplacer les hommes. Et est-ce que pour elles, il n'y a pas là une opportunité d'une ouverture, de dire, bon, puisque beaucoup d'hommes sont morts, pourquoi pas
donner l'opportunité à des femmes de construire, enfin d'apporter leur... J'ai pas compris le début de votre phrase. Vous avez dit les femmes ont remplacé les hommes, non? Oui, on a connu des guerres qui ont fait Oui. beaucoup de victimes hommes. D'accord. Et on aurait pu penser qu'il y aurait eu une opportunité là pour les femmes de se saisir et de remplacer les hommes aussi dans ce domaine-là. Est-ce que c'était le cas ou pas? Alors, je pense que tout est question de donner la place et que même si plus d'hommes sont morts que de femmes, encore faut-il vérifier ça, hein, parce qu'on a toujours beaucoup moins de statistiques et d'archives sur les femmes. Mais sur le front, je n'en doute pas. Il faudrait voir si ces femmes avaient la place et la légitimité de s'imposer. C'est-à-dire que déjà, elles n'étaient pas admises en école d'architecture jusqu'en 1968. Je vous ai donné l'exemple de Julia Morgan, qui l'a été parce que son papa était diplomate, qu'il a envoyé 3 lettres au directeur des Beaux-Arts pour que sa fille puisse intégrer les écoles des Beaux-Arts après l'obtention d'un diplôme d'ingénieur aux États-Unis. Donc, on ne pouvait pas être architecte avant 68 si on ne provenait pas d'une classe sociale très élevée. Oui, la réponse, elle est là, en fait. Elle est là et je vous inviterai à lire le travail de Stéphanie Buisse-Ménage, qui a fait tout un travail sur les architectes avant 68 en France. Alors déjà, on n'a pas trace de trop de femmes parce qu'il y a le changement du nom de famille au moment du mariage, parce qu'elles ne s'inscrivent pas à l'ordre. Les seules qui s'inscrivent à l'ordre, ce sont des femmes qui ont reçu leur éducation dans les pays d'Europe de l'Est, parce qu'elles pouvaient faire leurs études d'architecture, qui ont dû émigrer pour des questions politiques la plupart du temps, et qui ont pu être inscrites à l'ordre. Donc les premières femmes inscrites à l'ordre sont majoritairement étrangères.